m'a dit que je n'étais pas capable. On m'a dit que c'est impossible d'avoir une entrevue avec Patrick Bet-David. On m'a dit que Ryan Sarian, il est inapprochable. Quand quelqu'un me dit ça, t'es dans la merde. C'est quoi la chose que tu remarques que ces gens-là ont en commun? La première chose, c'est la communication. Beaucoup de personnes cherchent à faire des sous, mais dans toute industrie, tu peux faire de l'argent. Yeah. Toutes les industries. En autre tour, je vois de loin un grand homme, 6 pieds 5, tout seul. Là, j'étais comme, babe. Je rentre dans un petit coffee shop, et là, je suis comme, ah! Les gens qui se marient, leur taux de succès augmente de 77%. La raison pourquoi les entrepreneurs réussissent à des grandes échelles, là, je connais son cercle. J'ai pris le numéro de téléphone du bras droit. J'appelle, il répond. Il me dit, c'est urgent. Demain, j'ai un dossier à 5 millions pour toi. Wow. Puis si tu fais tes preuves, je te donne un autre dossier après. Cet épisode vous est présenté par Expérience 360 Photobooth, la référence pour tous vos besoins en photobooth. Quand j'ai déménagé de Parc Extension à Laval, j'étais dans une école où il y avait pas énormément... Il y avait la diversité, mais j'étais comme le seul brown. Genre. Il y avait beaucoup de brown à l'école. Puis les gens, ils discriminaient parce que j'étais le seul brown. Puis quand t'es brown, c'est considéré comme indien. Je suis Sri Lankais. Et là, ils vont blaguer sur les stéréotypes des Indiens, l'accent, l'odeur de la bouffe et tout. Donc, j'ai dû me réinventer déjà à la base parce que je savais que si je voulais changer ma vie, je ne pouvais pas nécessairement compter sur l'environnement. Ça doit être personnel. C'est moi qui dois changer. Alors, j'ai changé de clic. À un certain point, je me suis dit, je ne peux pas me battre contre l'environnement, les gens qui m'intimident, qui me discriminent. Donc, j'ai comme changé d'école. J'ai passé de Corenton-Labelle à Georges Vanier, qui était à l'autre bout de l'île. Georges Vanier à Montréal? Georges Vanier à Laval. À Laval, okay, Sport-études, basket. OK, nice. Et j'ai menti à mes parents comme quoi que je voulais être dans sport-études, que j'étais pas trop satisfait où ce que j'étais, mais je voulais pas nécessairement... je me suis pas ouvert à mes parents que c'est la grande raison pourquoi je voulais changer d'école, mais aussi c'est une bonne raison, c'est sport-études, j'ai toujours été passionné du basket. Alors quand j'ai changé d'école, durant l'été avant le changement, je voulais travailler sur mon physique car j'étais un petit chubby, je travaillais pas, je faisais pas d'argent, donc c'est mes parents qui m'habillaient, donc j'avais pas les meilleurs vêtements, les meilleurs habits, donc je m'habillais comme tout croche. Alors j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire des sous. Mon premier emploi, je pense que c'était Zookies. Les fins de semaine, il fallait que je me réveille très, très tôt le matin pour faire le ménage, pour descendre les chaises, les tables, pour préparer le restaurant sur le marché central. Dès que je commençais à faire l'argent, j'allais acheter des vêtements et je voulais perdre tout mon poids. Donc j'ai fondu, en une été, j'ai tout fondu. Je me suis embarqué dans un treadmill, 20-30 minutes high speed, juste pour perdre ce poids. Puis quand j'ai été dans cette nouvelle école, j'ai laissé ce passé de côté, puis je suis allé comme une nouvelle personne. Puis le monde avec qui je me suis associé, c'est des gens qui étaient un peu plus matures, qui étaient au sport, qui étaient aux études. Et aussi, étant un kid, dès que j'ai fondu, ben, mon physique a tout complètement changé, puis je suis devenu tout d'un coup attirant. Alors là, les filles étaient sur mon corps. Alors c'était un peu une nouvelle vie pour moi. Puis ce que je veux dire pour moi, à travers tout ça, c'est que je ne me suis pas laissé affecter par l'environnement. Souvent, beaucoup de personnes vont mettre la faute sur l'environnement, la faute sur l'extérieur. Et moi, très jeune, j'ai compris que c'est toujours c'est moi qui dois faire le changement. Et quand j'ai vu ces résultats très jeune, j'ai dit, damn, chaque fois que je change, chaque fois que je mets de l'effort, j'ai des résultats. Par la suite, quand je veux dire pourquoi obsessif, c'est que j'étais obsessif au gym. Là, je suis rentré dans le bodybuilding parce que je voyais que mon physique changeait, je commençais à avoir un peu de muscle. Alors là, je suis allé vraiment dans tout ce qui est créatine, protéines, juste vraiment pour travailler sur mon corps. Et j'avais des résultats. Puis chaque fois, je me rappelle comme mon ami, chaque fois qu'il était avec une fille, on chillait avec des filles, puis il est comme « Yo, Siro, enlève ton chandail, avoue que c'est le plus beau Sri Lankais que t'as vu de ta vie. » Puis là, les filles, comme « Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment beau et tout. »
Alors ça, Wow. ça m'a donné comme ce goût du changement, ce goût de quand je mets les efforts, tu changes. Par la suite, avec les filles, c'est la même chose. J'étais obsessif. J'avais pas eu une fille, j'avais comme plusieurs filles. Puis parce que je travaillais sur comment attirer plus de filles. Tu vois? J'allais sur Google, c'est quoi les meilleurs flirt lines, tu vois, des trucs comme ça. Puis ça fonctionnait. Mais je savais que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. C'était très rapidement, je me suis rendu compte que c'est un grand perte de temps aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui se perdent là-dedans, qu'ils vont avoir beaucoup de résultats avec les filles, ils deviennent bons avec les filles, puis à un certain point, comme tu gaspilles 10 ans de ta vie, 5 ans de ta vie à courir derrière les filles. C'est un art et c'est un dopamine. Tu vois une belle fille, tu veux la côtoyer, tu dois faire des efforts, mais l'effort, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'hommes qui perdent leur temps en courant derrière les filles. Heureusement, j'ai rencontré la femme de ma vie à l'âge de 22. Et parce que je devais mettre beaucoup de travail sur elle. C'était une fille avec des grandes valeurs, avec des grands principes. Une fille que je voyais comme elle peut certainement être la femme de ma vie, puis surtout la mère de mes enfants. Et elle n'était pas prête pour mon bullshit. Là. Elle était comme si tu viens pas droit, on peut pas être ensemble. Alors, ça m'a permis de vraiment focuser sur une fille, une femme. Puis par la suite, je coupe un peu, je fais ça plus rapidement, mais je voulais travailler sur quelque chose qui va m'amener plus loin. Et je suis tombé dans le courtage, par hasard, parce que j'ai investi avec mes parents à l'âge de 18. Et j'ai réalisé à quel point l'immobilier, c'est puissant. J'ai mis 20 000 $ d'économie que je travaillais au McDo. J'avais mis dans cette propriété à Ajax à Toronto. 3 ans plus tard, on l'a vendu et mes parents m'ont donné 20 000 plus un autre 30 000. Donc, à 50 000 à l'âge de 21, 22, c'est un gros montant d'argent. Là, j'ai dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de l'immobilier. Mais encore là, j'étais à l'école, pas trop passionné de l'école. J'étais à l'université à Concordia en finance. Et j'ai commencé à rater les cours. J'assistais pas nécessairement aux cours. Ça, c'est parce que les gars, tu dois sûrement avoir du monde comme moi où quand t'es pas passionné, tu décroches. C'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école, c'est qu'on n'est pas passionné. On a besoin des choses qui nous attirent. C'est là que j'ai eu un moment de réflexion. J'ai dit, OK, je peux pas continuer comme ça. Je suis très difficile envers moi-même. Ouais, je sais que le temps, c'est pas quelque chose qui est là pour l'éternité. Tu vas perdre énormément de temps si tu glandes, si tu fais rien. Alors, j'ai eu une conversation avec un ami qui m'a parlé du courtage, comme quoi qu'il y avait un mec qui travaillait du Vietnam, qui faisait des hypothèques ici au Québec. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce boulot? Il m'a dit courtage hypothécaire. Je suis allé sur Google, je regardais c'est quoi un courtier hypothécaire. J'ai appris que tu peux travailler de partout dans le monde. Ça m'a déjà été super attirant pour moi parce que dans ce temps-là, 2016-2017, c'était toujours pas si très commun d'avoir un boulot où tu peux travailler de partout dans le monde. Aujourd'hui, après le COVID, c'est beaucoup de boulot. Tu peux travailler tu peux travailler à distance. C'est quelque chose de plus courant. Je me suis embarqué dans le courtage et j'ai réalisé que j'étais pas bon. Je viens de McDo. Puis après ça, c'était agent de sécurité comme job. J'avais aucune connaissance en vente, aucune connaissance en marketing. J'avais aucune connaissance. Donc, je savais que pour devenir meilleur, il fallait que je mette du travail. Encore une fois, des obstacles. Puis je savais que dans le passé, j'ai eu ces genres d'obstacles. Puis chaque fois que je travaillais, je devenais bon. Alors, je commençais à travailler sur le courtage, commencer à assister à des conférences, commencer à travailler sur ma communication. C'est drôle que tu dises ça parce que plusieurs personnes se rendent pas loin dans la vie parce qu'ils cherchent à éviter les obstacles, en fait. Mais on voit que les obstacles ont produit du bon fruit dans ta vie, en fait. Et tu as compris très tôt que si je fais face à des obstacles et que je ressors de ça gagnant, essentiellement, j'ai gagné. Et je passe à un autre niveau, dans le fond. Tu comprends? Et donc, est-ce que tu dirais que les challenges que tu as vécus, que ce soit quand tu étais jeune, l'intimidation, etc., est-ce que tu dirais que c'est ces choses-là qui t'ont ouvert la porte au succès que tu as aujourd'hui? 100%. 100%. Parce que si j'aurais pas vécu ce genre d'obstacles, je ne saurais pas comment régler ces obstacles, trouver des solutions. Yeah. Je vois des monde autour de moi qui ont des obstacles aujourd'hui,
puis qui n'ont pas nécessairement vécu ce genre d'obstacle, qu'ils ont de la misère. Mhm. Aussi banal qu'une relation, étant dans la relation et que là, tu n'es plus avec cette personne que tu aimais parce que tu as pas nécessairement donné ton sérieux. Et là, tu sais pas quoi faire de ta vie. Tu t'es déprimé, tu es enfermé, puis tu vis énormément de difficultés à travers ça. Il y a un ami, j'ai dû faire un tag avec mon ami avant qu'on rentre dans le pod. Mhm. Il me dit, c'est urgent, man, je l'aime cette fille, j'ai foiré, puis man, je sais pas quoi faire. J'ai dit, man, good, c'est correct. Accepte que tu as foiré, travaille sur toi. Les choses qu'elle t'a reprochées, c'est le moment de travailler, puis prends ton temps. Il est comme, non, c'est urgent, je suis pas capable de rester seul avec moi-même. Mais ça, c'est un gros problème. Tu dois apprendre à être seul, tu dois apprendre à t'apprécier, être avec toi-même et tes pensées. Et par la suite, tu as une business, travaille sur ta business. Tu as des ambitions grandes comme ça, mais tes actions ont toujours été, au cours de toute ma vie avec toi, que je te connais, tes actions ont toujours été plus bas. Donc, tu es 10 ans en arrière, là. Si tu veux faire $1 million, puis tu réagis comme ça, tes actions sont où ce qu'ils sont actuellement, tu es en 10 ans en arrière. You gotta work on that. Donc, occupe-toi, travaille sur ta business. Puis si tu travailles par la suite sur ta personne également, la fille va revenir. Right? Les choses vont venir naturellement. Et donc, tout est une question de mindset, en fait. Il n'a pas le mindset qui se relie au résultat qu'il veut, d'enfant. Et je pense que les épreuves forgent en toi le mindset nécessaire pour que tu puisses arriver au résultat X que tu désires, en fait. Encore aujourd'hui, Yeah. quand on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose, quand on me dit que c'est impossible, comme mon événement, ça a été ça, on peut en parler plus tard si tu veux, on m'a dit que je n'étais pas capable. On m'a dit que c'est impossible d'avoir une entrevue avec Patrick Bet-David. On m'a dit que Ryan Saran, il est inapprochable. Quand quelqu'un me dit ça, t'es dans la merde. Si le jeune, prends pas un non pour un oui. Et d'où tu prends ça? D'où tu prends cette caractéristique-là? De ne pas prendre non pour une réponse. C'est un peu ma jeunesse, avec ce que je t'ai raconté un peu plus tôt. C'est aussi le fait de venir d'une culture différente, de voir que mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour être ici. Je suis d'origine sri-lankaise. J'ai arrivé ici à l'âge de 8. J'ai commencé avec des épreuves. J'ai dû me réinventer à nouveau, reprendre une langue. Intimidation très jeune aussi, à l'âge de 8 ans, j'ai vu certaines formes d'intimidation. Au pays, on devait souvent changer de village, d'une village à l'autre, car on vivait une guerre civile. Donc ça m'a toujours comme... J'ai vu que je dois toujours me réadapter, changer d'école, changer d'amis, faire des nouveaux amis. Donc, cette zone d'inconfort que j'ai eue presque toute ma vie m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Alors, c'est vraiment les perspectives que j'ai de mon pays, de la culture extérieure, je dirais. Quand tu vois... Souvent, je retourne dans mon pays. Je retourne dans mon pays, puis je réalise à quel point on est chanceux d'être ici. Ça, c'est un autre point puissant. Right? Souvent, ici, le Québec, les Québécois, souche ou quelqu'un qui a grandi ici, une deuxième génération, une troisième génération d'immigrants, qui n'a pas vu, qui ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Qui ne voit pas qu'il y a des gens qui tueraient pour avoir la vie qu'on a. Qu'on est très chanceux, même si on vit dans un ennemi à Montréal-Nord, qu'on est quand même chanceux, qu'il y a certaines personnes, ils disent « Ah, ben, l'environnement... J'ai pas eu le bon environnement, j'habite à Montréal-Nord, à Parc-Extension, à Villeray. » Man, le gars qui habite en Inde ou en Afrique, lui, il a une bonne excuse. Parce que là-bas, il n'y a pas d'opportunité. Ouais, il y a une seule opportunité, c'est aller à l'école, faire tes études, puis travailler pour le gouvernement, par exemple. Sinon, tout est relié aux gens élites, aux gens d'élite, tu vois. Si tu n'es pas bien connecté, tu ne peux pas nécessairement faire des sous, tu ne peux pas commencer une entreprise. Alors, nous, ici, tu peux décrocher l'école. Si tu es bon en vente, avec l'Internet aujourd'hui, tu peux devenir un docteur si tu veux. Je ne vous conseille pas. en regardant des vidéos sur YouTube. Donc, quand tu as ce genre de perspective, tu te dis, man, I'm so lucky. Donc,
pour moi, je dois foncer. J'ai déjà eu une vie difficile. Je suis déjà chanceux d'être ici. Et à cause de la guerre civile, cette guerre civile, il y a à un moment donné, j'ai failli mourir là, dans la guerre civile. Wow. Right? Alors, Talk to me about it. Ben, en fait, c'est une connerie. Là. J'étais dans mon village, j'avais peut-être 5-6 ans. Il y avait l'armée Hutu qui campait là-bas. Et eux, ils mettaient leur stock, leurs armes, les bombes dans une maison abandonnée. Et moi, je suis un petit kid qui courait un peu partout. Donc, l'armée, les soldats aimaient ça jouer avec moi. Donc, alors, à un certain point, je me suis faufilé dans une des maisons, puis j'ai pris une mine. Wow. Puis je savais pas que c'est une mine. Et je jouais avec. Mais c'est une mine qui ne fonctionnait pas, heureusement. J'ai failli crever là. Bro, tu right vois? there. Right there, j'ai failli crever là. Wow. Tu vois? Chaque fois qu'il y avait une bombe qui tombait, on devait rentrer dans un bunker pour se cacher. Donc, il y avait plein de moments où j'aurais pu mourir avec ma famille. Alors, quand j'arrive ici, pour moi, je suis comme, damn, I'm lucky. So, soit je gaspille cette chance que j'ai, ou je me donne à fond, puis je regarde où est-ce que ça peut m'amener. Right? Puis c'est drôle. Chaque fois que je pousse, ça m'amène dans des nouveaux heights, des niveaux plus élevés. Donc, c'est une drogue. Right? Tu ne peux pas arrêter. Tu peux pas arrêter. Je vois les résultats. Je vois des résultats. Pourquoi j'arrêterais là? Ouais. Yeah. Il y a un quote qui dit Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. On dirait que d'abord, on vit dans une génération où est-ce que beaucoup de personnes veulent les choses faciles. Et sans même s'en rendre compte, c'est ce qui les désavantage, en fait. Je pense que lorsque tu as toujours tout eu facile, tu n'as pas ce mind de combattant. Tu n'as pas cette attitude de faire face à l'épreuve, en fait. Et c'est triste parce que la vie est remplie d'épreuves. Et je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont capables de faire face à ces épreuves, tout simplement. Et donc, le fait que tu as vécu plusieurs de ces choses-là à un aussi jeune âge, je pense que ça t'avantage extrêmement aujourd'hui. Ça serait quoi tes conseils? Il y a quelqu'un qui nous écoute et puis il dit, écoute, je veux arriver au même niveau que Seroujan, je veux être capable de faire des grandes choses. Disons 3 étapes. C'est quoi les 3 conseils que tu as pour cette personne-là? Ouais, écoute, j'aime ça dire que je viens de commencer, là. Alors, Yeah, ceux qui comparent avec les gens, ceux qui me comparent avec moi, I'm just starting. Yes. But, si je devais répondre à ta question, c'est que l'épreuve que vous avez aujourd'hui, projetez-le dans 5 ans. Est-ce que vous allez avoir la même épreuve? Ça, c'est le mindset que j'ai. Souvent, je me demande, OK, le problème que tu trouves que c'est si grave, dans 2 ans, 3 ans, est-ce que tu vas avoir le même problème? Absolument pas. Why is it so big, then? Right? Dans 3 ans, tu vas peut-être regarder en arrière puis tu vas rire, damn, comme j'ai trouvé ça vraiment grand. Right? Puis étant un entrepreneur, sachez que la raison pourquoi les entrepreneurs réussissent à des grandes échelles, parce qu'ils décident d'aller plus loin. Ils décident de régler des plus gros problèmes. Donc, mes problèmes que j'ai aujourd'hui, right, je fais du commercial. Dans le commercial, c'est des grosses commissions. Ça peut varier entre 10 à 200 000, 500 000. Right? Pour un dossier, là. Mais pour faire 500 000 dans un dossier, est-ce que tu penses que c'est un petit problème que je dois se résoudre? Non. It's a big problem. Yeah. C'est pour ça que les gens, les investisseurs décident de me payer. Right? Alors, j'étais dans le résidentiel auparavant, toute ma vie. Dans le résidentiel, c'est des plus petits problèmes. Donc, tes commissions sont 3-4 000. Même chose dans la vie. Plus les problèmes sont plus gros, plus tu vas avoir des meilleurs résultats. Right? Alors, prends le problème comme une motivation. Right? Prends le problème comme, oh man, that's a big problem. If I can solve this, I'll deal with bigger problems. L'autre fois, je parlais avec un barbier, il me dit, man, ça me stresse tout ça. Là. Moi, j'aime ça, ma petite vie. C'est correct. Right? Mais il fait un commentaire quand même. Le gars est riche.
il y a un Lambo. J'aurais aimé ça avoir un Lambo. Ça, tu te contredis alors. Yeah. Tu dis que tu veux avoir un Lambo, mais quand je te parle de hey, qu'est-ce que tu peux faire pour avancer, il dit comme je suis pas trop sûr si je veux deal avec les problèmes. C'est vrai, il y a des gens qui sont pas prêts pour deal avec les problèmes. Puis c'est correct. Si tu es heureux où ce que tu es, puis tu acceptes que c'est comme ça que tu veux vivre ta vie, parfait. Mais si tes ambitions sont là, encore une fois, puis tes actions sont là, ben tu vas toujours être pas motivé. Ça, c'est un quote de Patrice Ménard lorsque j'ai fait mon podcast qui m'a parlé de ça, de ce concept des ambitions. Tu vois? Alors, j'y retiens encore aujourd'hui, puis ça fait vraiment du sens. Ouais. Le monde est rempli de problèmes. Si tu utilises tes habiletés pour régler un problème que plusieurs personnes ont, essentiellement, l'argent vient. Et toi, c'est vraiment le courtage que tu as choisi parce que très tôt, tu as investi avec tes parents et c'est là que les choses ont débloqué. Exact. Le courtage, c'est un super véhicule pour ceux qui s'intéressent au courtage immobilier, courtage hypothécaire. Super véhicule pour rentrer dans l'immobilier. Puis une autre raison pourquoi je suis rentré dans le courtage immobilier, pourquoi pas d'autres domaines, c'est parce que des fois, tu joues avec les cartes que tu as. Right? Beaucoup de personnes cherchent à faire des sous, mais dans toute industrie, tu peux faire de l'argent. Yeah. Toutes les industries. Il y a toujours le 1% qui excelle, qui sort du lot puis qui font des millions, si c'est ça ton objectif. Yeah. Ça peut être location d'Airbnb, ça peut être acheter de l'immobilier, ça peut être avoir une salle de podcast, avoir des restaurants. Dans tous les domaines, il y a des gens qui réussissent. Yeah. Et souvent, quand on est plus jeune ou une deuxième, troisième carrière, on cherche, parce qu'on est perdu, on cherche la chose. Mais dans chaque domaine, il y a des gens qui font de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui se présente devant toi? Right? Moi, qu'est-ce qui s'est présenté devant moi? C'est le courtage hypothécaire. Là, je me suis dit, j'ai regardé un peu les opportunités. J'ai appris que tu peux faire autant que tu veux. Ça dépend vraiment de tes efforts. Parfait. Ça veut dire que je ne m'ennuierai pas dans le courtage. Moi, je suis un gars là que dès que je maîtrise quelque chose, je dois passer à une autre chose. Parce que c'est pas de challenge. Yeah. Right? Alors, si tu choisis un domaine où il y a beaucoup d'échelons, il y a beaucoup d'opportunités, tu rentres. Donc, tu joues avec les cartes que tu as, puis souvent, les gens, ils décident de regarder ailleurs quand la solution est juste devant toi. Devant eux. Yeah. Ça peut être ton ami qui est dans cette business, il dit, man, laisse-moi essayer d'apprendre sa business. Si tu t'es perdu. Puis, peut-être qu'en apprenant cette business, tu vas peut-être voir d'autres business à travers tout ça. Mais si tu fonces pas, si tu prends pas des actions pour pouvoir déjà faire une action, tu vas toujours être malheureux. Une chose que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viennent quand tu es déjà dans l'action, en fait. Pendant que la majorité essaie de figure out, de tout comprendre dès le début, souvent, il y a quelque chose que tu remarques pendant que tu as déjà pris 2-3 pas et que tu te rediriges et puis les choses explosent. Right? C'est comme, je pense qu'il y avait quelqu'un même qui disait que le mouvement attire le succès. Quand tu es en train de bouger, quand tu prends action, c'est là que les choses bougent. Essentiellement, je pense que prendre action, c'est nécessaire, en fait. C'est la base. Et je témoigne de ce que tu dis. Yeah. C'est tellement vrai. Jamais de la vie, j'aurais cru que je vais être devant la caméra en train de faire de la création de contenu. Dans les années où j'ai commencé, c'était pas si populaire, la création. J'étais un des pionniers qui a commencé avec un petit groupe de courtiers, surtout dans le courtage hypothécaire, à faire des vidéos. Right? Par la suite, ça m'a amené dans l'événementiel. Ça m'a amené aux États-Unis. Ça m'a amené à assister à des conférences où tu vois ton idole, Patrick Bet-David, Neil Holm, qui d'autre? Gary Vee, Ed Mylett, devant toi en train de parler. Tu vois, quand tu vis ce genre de situation parce que j'ai décidé de prendre action et rentrer dans un domaine. Fait que t'avais pas vu tout ça dès le début. Non. Tu t'es juste lancé et un pas après l'autre, une opportunité s'est présentée, etc. Exact. Ça t'ouvre à d'autres portes. OK, je suis pas bon dans le développement personnel, je suis pas bon dans la communication, je fais des recherches. Là, tu tombes sur Ed Mylett, tu tombes sur PBD, tu tombes sur certaines personnes que tu découvres dans ta direction, sur ta route. Puis par la suite, tu t'intéresses. Là, ça t'ouvre à d'autres portes. Right? Je pensais pas que j'allais avoir une équipe
au début. Ouais. Moi, tout ce que je voulais, c'est réussir dans mon domaine. Être un bon courtier hypothécaire dans le résidentiel. Mais à force d'avancer, tu as vu les besoins, Ouais. tu t'es adapté. Puis après ça, j'ai compris, oh man, there's a level to this game. Like in brokerage, like résidentiel, alternatif, privé, commercial, commercial privé, commercial industriel. Il y en a plein de divisions, il y a plein de niches. Là, t'es comme, OK, man, OK. Tu peux travailler 100 dossiers pour faire ton 500 000 ou tu peux faire 10 dossiers pour faire 1 million. Ouais. Like, comme, OK, now how do I get there? Right? Now you got to work again. You're starting from zero. Right? Il y a 2 ans, j'ai dit que je veux faire du commercial. Et depuis des années, je voulais apprendre le commercial, mais il y a seulement 2 ans, j'étais vraiment sérieux. Parce que j'ai comme maîtrisé, perfectionné le résidentiel. Là, je voulais aller dans quelque chose d'autre. C'est drôle. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, je pense que j'ai closé la plus grosse transaction de ma vie. Aujourd'hui, ouais. Wow. Ouais. Wow. Right. Congrats, man. Ouais, thanks. Wow. Puis je voulais travailler avec la communauté juive. Quand tu rentres dans la communauté juive, là, il y a 7. Puis ça, c'est une communauté qui travaille seulement avec les meilleurs. Puis c'est un cercle fermé. J'ai toujours voulu savoir comment je rentre dans cette communauté. Parce que, de un, j'aime cette communauté parce qu'ils ont un mindset de fer. Ils sont très brillants dans l'immobilier. Et dès que tu fais tes preuves, ils vont toujours référer à toi pour trouver des solutions. J'ai dit, comment je peux faire ça? Écoute ça. 95% des entreprises actives aujourd'hui vont fermer dans 5 ans. Et c'est pas nécessairement parce que l'idée est mauvaise, mais parce que l'exécution est médiocre. Chaque modèle d'affaires a une date d'expiration. Les processus qui marchaient il y a 5 ans ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il faut constamment s'adapter et rester à l'affût des nouvelles tendances. Donc, on a une idée. On organise un mastermind dans lequel on va discuter des stratégies, des processus, des méthodes que les grandes entreprises mettent en place pour réussir et battre la compétition en 2025. On a 50 places maximum. Premier arrivé, premier servi. Et on aura un invité spécial qui nous donnera l'heure juste sur ce qui fonctionne maintenant. Si ça t'intéresse, rentre ton nom dans la liste d'attente pour être l'un des premiers à viser lorsque les billets sont en vente. À la prochaine. L'autre fois, il y a un rabbin qui rentre dans mes bureaux. Tu sais, c'est quoi un rabbin? Yeah. Il rentre dans les bureaux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un leader religieux dans la communauté juive. Exact. Alors moi, j'étais très excité par cette rencontre. C'est parce que je savais que c'était dans mes buts. Yeah. Dans mes buts. Puis là, il me rencontre, puis on a parlé de tout sauf la business. À la fin, il me dit, Sirjan, demain, j'ai un dossier à 5 millions pour toi. Wow. Puis si tu fais tes preuves, je te donne un autre dossier après. Puis là, j'ai dit, pourquoi? Genre, on n'a pas parlé de business. Il me dit, tu vois la photo ici? Ça, c'est PBD avec toi. PBD et toi. J'ai fait exprès, j'ai une grosse photo avec That's PBD a et moi. genius move, by the way. Merci. Dans le bureau. Dans le bureau. Là, j'ai dit, si tu es capable d'avoir PBD, qui est très proche de Joe Rogan, qui est très proche de Donald Trump, qui a mis techniquement des gars à la Maison-Blanche, right? Vivek Ramaswamy, par exemple, je ne sais pas si tu le connais. Non. Vivek Ramaswamy, il jouait contre Donald Trump pour faire partie du chef républicain. Finalement, il s'est retiré, mais Donald Trump l'a élu pour s'occuper d'une division. Mais PBD, il a supporté Vivek. Il a comment on appelle ça là? Il a supporté, il était dans plusieurs de ses podcasts, puis il a mis de l'avant. Alors, PBD a toujours... un de ses objectifs, c'était toujours d'être très proche de la présidence, de très proche de la Maison-Blanche. Et que même s'il ne pouvait pas nécessairement devenir président des États-Unis parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, il voulait mettre du monde dans la Maison-Blanche. Puis je savais qu'ils sont mauvais. Quand je voyais tout le temps avec Vivek Ramaswamy, je savais que lui, il voulait techniquement s'associer avec lui puis essayer de l'influencer pour l'aider à atteindre ses objectifs. Tu vois, quand tu as une grande influence comme ça. Donc, quand tu es capable d'avoir, pour revenir à ce que je disais, si tu es capable d'avoir PBD en ton pote, sur jeune, ce que je vais te donner comme dossier, c'est des peanuts pour toi. Donc, je te fais confiance. Puis à la fin, je me lève pour serrer la main. Il me dit non, donne-moi un câlin. Je dis comme, OK. Wow. OK, all right, good. Tu sais, ça me parle beaucoup parce que l'une des choses que tu as l'air de vraiment maîtriser, c'est les relations stratégiques. On s'entend que dans l'immobilier, comme dans n'importe quel domaine, tu dois être capable de t'associer si tu veux vraiment jouer de long game, right? Comment est-ce que tu as appris ce game-là? C'est quoi des trucs que tu as pour
créer des relations solides. Tu me dis que tu parlais avec ce rabbi-là, ce rabbi. Vous avez parlé de tout sauf business. C'est fou, là. Tu comprends? Ça montre que c'est la connexion qui a été mise de l'avant, avant même la business. So, quels sont des trucs que tu as, d'où même ce que ça vient, ce côté-là de créer des relations stratégiques? Absolument un peu. Avant de répondre à ta question, je vais expliquer un peu le concept de pourquoi cette personne a décidé de faire affaire avec moi. Donc, les gens font affaire avec toi, de un, pour ton expertise, mais au plus que ça, c'est ta personne. Right? Est-ce que ce gars-là va battre pour mon dossier? Est-ce que ce gars-là va aller plus loin? Est-ce qu'il va prendre un non pour un oui au premier obstacle? Right? Puis ça démontre déjà pour lui que s'il est capable d'avoir des gens si élevés dans la société, c'est rien pour moi. Right? Alors, même au plus haut niveau, comme les élites des élites, là, rarement ils parlent de la business. OK, est-ce que t'es le gars? Tu le vois, quand tu vois un petit jeune qui venait t'aborder, qui venait t'approcher pour avoir une conversation, puis il dit qu'il veut faire des grandes choses, tu vois dans ses yeux, tu vois dans son énergie, OK, ce gars-là va aller loin, parce qu'il veut. Il y en a d'autres ils parlent des mêmes choses, qui veulent devenir riches, ils veulent faire ça, ils veulent changer le monde, ils veulent aider des gens, mais tu vois que comme, tu sais, ils n'ont pas cette énergie, c'est un gut feeling, tu le sais, tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux te développer, mais c'est à toi de travailler. Alors, on choisit, peu importe le niveau, peu importe où ce que tu es dans la société, peu importe avec combien de montants d'argent que tu travailles, c'est vraiment how bad you want it. Les gens choisissent pour ta personne. Tu peux ne pas avoir toutes les connaissances, puis ils vont quand même te choisir, ils vont quand même travailler avec toi parce que tu vas aller chercher l'information. Maintenant, d'où ça vient? Ça vient de ma mère. Ma mère, c'est un social butterfly. Je la niaise en disant que c'est une radio. C'est-à-dire qu'elle adore parler. Elle adore avoir des relations avec plein de monde. Elle a toujours appris à... Tu sais, je l'ai vu faire. Et c'est une personne qui est amie avec tout le monde. C'est une personne qui est capable de divertir les gens. Elle est drôle. Elle sait comment attirer le public autour d'elle. Même avec son français brisé aujourd'hui, on a un dépanneur, puis elle est capable de faire des conversations avec tout le monde. Tout le monde l'aime autour d'elle. Donc, j'ai vu ma mère, je dirais. Puis après ça, j'ai appris aussi, en lisant beaucoup de livres, que avant tout, c'est les relations. C'est les relations qui te permettent, les humains qui te permettent de t'asseoir sur une trône. Right? Si tu regardes le roi de la France, le roi de l'Angleterre, pourquoi il est assis sur la trône? C'est parce que le public l'a mis là. C'est pourquoi aujourd'hui je suis avec toi, c'est que tu m'as permis d'être là. Right? Tu m'apprécies, tu vois ce que j'ai fait. Tu dis, you know what, this guy, I want him. Right? Du moment que tu négliges que c'est grâce au public, grâce aux humains, grâce à ceux qui sont proches de toi, que tu es où ce que tu es, tu vas toujours avoir une certaine gratitude pour dire, you know what, faut faire attention avec qui. Faut faire attention comment on traite les gens en haut de nous, en dessous de nous, à tout prix. Ouais. Alors pour moi, j'ai rapidement compris que comme dès le départ, ça vient encore de ma mère. Ma mère faisait super attention. Elle voulait jamais froisser personne. Des fois, c'est au détriment de comment on sent. Surtout dans la culture sri-lankaise, c'est comment que la famille m'a pensé si tu fais ça, c'est aux gens, tu peux pas faire ça. J'ai dit, maman, on s'en fiche de la famille. C'est nous qui sont importants. Non, c'est important ça. Tu vois, t'es haïtien? C'est la même chose chez vous, right? 100%. Right? Nos parents, juste pour garder l'image, ils font des choses. Même chose dans notre communauté. Et donc, au-delà de la business, it's a people's game. C'est a people's game. C'est une game de personnes. Et si tu as une certaine intelligence émotionnelle, si tu es capable de connecter avec les gens, le reste va de soi, en fait. Ça se rajoute aux skills que tu as, ça se rajoute à l'intelligence que tu as, à la sagesse que tu as, en fait. Et tu peux apprendre. Tout d'abord, ça commence avec le respect. Ça commence avec la confiance. Si je sais que je peux pas avoir confiance en toi, jamais de la vie je vais faire affaire avec toi. J'apprends ça à d'autres personnes qui veulent développer une équipe. Il y a ce gut feeling. Est-ce que ce gars-là, je peux faire confiance?
Que si je dis quelque chose, est-ce qu'il va-tu garder pour lui ou il va parler à d'autres personnes? Right? La confiance, de ne pas trahir les gens. Peu importe ce qui se passe, de ne jamais trahir la personne, right? Pour pas un dollar. Right? Respecter l'argent des autres. Si tu dois de l'argent, toujours donner son argent. Des trucs comme ça, des principes de base de la vie. Qu'on apprend ça dans la Bible, dans le Coran. C'est des principes de la vie. Alors, quand tu es une bonne personne, que tu veux pas faire... Tu veux pas froisser une mouche, ben, forte chance que les gens vont être collés à toi. Les gens vont venir vers toi naturellement. Tu as parlé avec des gros joueurs, que ce soit Patrick Bet-David, que ce soit Rand Serhant, etc. Right? Les gens qui sont dans leur cercle, etc. Qu'est-ce que tu vois en commun avec ces gars-là? Tu dis qu'il y a des gens dans n'importe quel domaine, tu peux avoir du succès. C'est quoi la chose que tu remarques que ces gens-là ont en commun, qu'importe le domaine dans lequel ils sont? Très bonne question. La première chose, c'est la communication. C'est des grands communicateurs. C'est des grands storytellers. Ouais. C'est des raconteurs, j'aime ça appeler. Quand tu es capable de raconter, tu es capable de transférer cette vision vers une autre personne. C'est un gros talent. Tu regardes des plus méchants de la société comme Hitler, aux plus gentils de la société comme Gandhi. C'est tous des grands raconteurs. Wow. Right? Alors, c'est des grands visionnaires, avant tout. C'est des grands visionnaires. C'est des gens qui rêvent grand, plus grand que la majorité. Alors, automatiquement, juste en ayant des rêves plus fous que la majorité, les gens vont se coller à toi, même si tu n'as rien fait encore. Juste le fait d'être avec un ami qui dit que lui, il va absolument devenir milliardaire. Juste par cette rêve, tu sais que tu veux jamais... T'as pas ce genre de rêve. Mais il est assez fou pour pouvoir dire ça à voix haute. Déjà là, t'as comme une certaine attraction. Right? Alors, c'est des grands rêveurs, c'est des grands visionnaires, des grands storytellers, des bons communicateurs. C'est des gens obsessifs. C'est des gens obsessifs, c'est-à-dire que ils veulent à tout prix gagner, à tout prix réussir. Donc, c'est des gens qui sont prêts à faire tous les sacrifices. Ryan, à un moment donné, il met une photo de son calendrier sur Story. Je sais pas si tu as vu. Alors, le gars, il commence à 4h30 le matin, puis il finit à 8h, puis c'est des rendez-vous de 15-30 minutes, puis il n'y a pas un break. Wow. T'es comme, man, quelqu'un regarde ça, puis ils veulent pas nécessairement avoir la vie qu'il a. Oui, ils regardent les belles choses qu'il a, mais pas beaucoup de personnes sont prêtes à faire les sacrifices. Tu dois être obsédé. Obsédé, ouais. Tu dois être obsessif, puis tu dois sacrifier le temps que tu aurais pu donner ailleurs, mais tu décides de donner à ta business. Les chicanes que tu as eues, toutes sortes de choses que tu dois surpasser, tu dois surmonter pour pouvoir avoir ce genre de vie. C'est pas fait pour tout le monde. Right? Elon Musk, il veut pas avoir sa vie. La vie qu'il a. Oui, il y a des milliards, mais lui, c'est un autre extrême. Right? Donc, ce que j'aime dire, c'est il y a toujours quelqu'un qui va faire un peu plus que toi. Lui qui vise 100 000, mais il y a toujours un gars qui veut faire 1 million. Mais lui, son rêve est encore plus fou que toi. Puis il y a toujours un gars qui veut faire 1 milliard. Lui, ses rêves sont encore plus fous que toi. Mais maintenant, c'est choisir ce que tu veux. Right? Ou ce que tu veux être. Il y a un prix à payer, en fait. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour chaque niveau, il y a un prix à payer. Puis les problèmes sont beaucoup plus grands. Et la chose aussi, c'est que ce qui est mis de l'avant, c'est le succès. Mais on ne voit pas ce qui est derrière les rideaux, en fait. Les sacrifices, les choses qui ont dû être mis de côté, en fait, pour prioriser le succès. Il y a toujours un gars, un meilleur exemple, c'est il y a toujours un gars qui va te quitter encore plus tard que toi du bureau. Si tu penses que tu vas quitter le gars qui te quitte le plus tard, à minuit, il y a un gars qui va t'afficher jusqu'à 3h le matin. That's because that guy wants it even better than you, even higher than you. Tu comprends? Alors, choisis où est-ce que tu veux, à quel niveau tu veux travailler. Puis tu fonces. Donc, pour revenir à ta question, donc, les grands communicateurs, c'est des gens obsessifs, c'est des travaillants. C'est aussi des gens très familiales. Ça, c'est ce que j'ai compris. Ça veut dire que c'est des gens qui ont une famille traditionnelle. Ils ont des enfants, ils ont une femme.
c'est tough, man, d'être un homme qui a du succès, être célibataire, puis être focus, je dirais. C'est vraiment intéressant, rapide. OK, pendant que tu mentionnes ça, je suis tombé sur une étude qui dit que les gens qui se marient, leur taux de succès augmente de 77%. 77, c'est pas 19%, là, 77%. Tu viens de dire que c'est difficile de réussir célibataire. Qu'est-ce que avoir quelqu'un avec toi, que ce soit une conjointe, un conjoint, être marié, qu'est-ce que ça emmène? Comment est-ce que ça contribue au succès? Je vais te dire, de l'autre côté, quand tu es célibataire, puis tu as du succès, puis tu veux continuer à conquérir, à quel point tu dois être focus, right? Par exemple, tu es célibataire, moi je suis en couple, et on a les mêmes ambitions. Right? Toi, le vendredi soir, là, à 5h, t'as un move. Dans les termes Montréal, t'as un move, tu vois. Yeah. T'as une fête, t'as un party, t'as un truc que tu fais. Là, les filles qui te textent, tu dois les entertain, right? Tandis que moi, je rentre à la maison là, à 5h le vendredi, donc je me réveille le lendemain matin à 6h, 7h, right? Donc, je suis beaucoup plus focalisé. Tandis que lui qui est célibataire, mais lui, le vendredi soir, il décroche. Alors, j'ai une avance sur toi. Aussi simple que ça. Right? Quand on est un jeune homme qui attire, c'est sûr et certain que ton focus est un peu partout. Right? Alors, ça aide énormément à rester focalisé. T'as une femme, tu dois... Autant que quand tu es célibataire, tu dois mettre énormément d'efforts envers les relations que tu as, envers les filles que tu as, envers souvent plusieurs filles que tu as. L'autre côté, quand tu es en relation, tu dois mettre autant les mêmes efforts à ton couple. Donc, ça te permet de vraiment rester zoned. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand tu as un bon partenaire avec toi, qui a le bon mindset, puis elle veut conquérir le monde avec toi, right? Qui est là pour te supporter, qui est là pour te dire, you know what, Sirjan, t'es capable. C'est un autre niveau de confiance que tu gagnes. Yeah. Alors, je dirais que c'est les statistiques que tu as soulevées, je pense que c'est tout à fait vrai. Les grands hommes, tous les grands hommes que tu vois, souvent ils sont en couple. Il y a des exceptions, bien sûr. Yeah. Right? C'est drôle parce qu'on parle beaucoup de partenariat, comment est-ce qu'il faut être dans l'immobilier, right? Lorsque tu investis à deux, tu vas plus vite, etc. Je pense que tu es grandement avantagé lorsque tu as une partenaire de vie. Quand tu as quelqu'un qui... Tu sais, on parle de délégué, etc. Quand tu as quelqu'un avec toi qui peut t'encourager. Exemple, OK, tu vis des défis au travail. La personne qui est célibataire, elle retourne à la maison, elle doit continuer à faire face à ses problèmes par elle-même, en fait. L'autre personne qui a une femme qui est là, qui peut l'encourager, le fortifier, cette personne-là revient plus forte. C'est comme si, au niveau émotionnel, au niveau... à tous les niveaux, en fait, tu as quelqu'un qui t'aide à aller de l'avant. Fait que c'est normal, en fait, qu'il y ait une avance qui se fait. Tu sais. C'est un partenariat, comme on veut. Right? Ouais. On le voit dans la business, mais dans la vie aussi, c'est aussi valide. Là. Exact. Tu as une partenaire pour la vie. Alors, ce partenaire en business, qu'est-ce qui arrive dans une business? Comme tu as dit, si tu as un partenaire en business, mais cette personne-là, tout le temps, quand vous parlez de la business, cette personne-là, elle vient supporter, elle vient remplir un vide que tu n'as pas. Yeah. Mais imagine, tu as ce même partenaire, mais pour ta relation personnelle, pour la vie au complet. Quel bon mindset qui est capable de te pousser, qui est capable de t'aider, qui est capable de te permettre de verrouiller encore plus grand. Elle voit des choses que tu ne vois pas, elle va te dire, écoute, fais attention à telle chose. Puis aussi le legacy, right? Like, Yeah, pour true. moi, c'est the kids. J'ai pas encore des enfants, mais j'aimerais ça en avoir. Je pense que à un certain point, j'ai regardé une petite vidéo de monsieur qui a comme dans les 90 ans, milliardaire. Puis là, le mec, qui pose la question, c'est quoi être heureux pour toi? Il me dit, fuck all that money, man. It's knowing that your kids, they come see you here and there. Wow. Il y
Il a atteint les milliards, il a fait tout ce qu'il avait à faire et puis c'est ça qui le rend joyeux. Ben oui, imagine, genre, être un parent et t'as toujours été dehors, t'as pas donné le focus, donné le temps à tes enfants et que tes enfants, ben, plus tard, ben, ils ont aucune connexion avec leurs parents. Puis à 70, 80, t'es tout seul au monde avec tout cet argent, tous tes exploits, mais il y a personne qui vient te voir, personne t'aime, personne pense à toi, t'es malade en plus. Wow. Man, j'ai peur d'être dans cette situation. Donc, j'ai réfléchi déjà à cette situation. Donc, pour moi, les enfants, dès que j'ai des enfants, man, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, babe, like, c'est pas parce que j'ai des enfants que je vais ralentir, là. Mais je vais les amener partout. Yeah. Il faut qu'on va aux États-Unis, mais on va prendre le jet, puis on va être ensemble, tous les enfants. Wow. Je vais faire du homeschool, je vais être avec eux tout le temps. Tu comprends? Ils vont venir au bureau avec moi. Yeah. Je vais pas finir à 5. Mais à 5, ils vont venir au bureau pour passer du temps avec moi. Yeah. Right? C'est vraiment intéressant. Je parlais avec Patrice à une soirée là, de réseautage, Patrice Ménard. Ouais. Et puis, il m'expliquait vraiment tous les mentors qu'il a eus. Ils allaient là, à des conférences aux États-Unis, etc. Et dans tous les endroits où ils allaient, leur fils était avec eux. Et il a été smart dès le début. Tous les endroits où ils allaient, ils emmenaient leur fils avec lui et avec eux. Et puis, il m'expliquait qu'il voulait qu'il ait ce mindset-là aussi. Et quand tu parles de legacy, quand tu quittes, tes enfants peuvent continuer sur la même vision que tu as établie, en fait. J'ai témoin. Yeah, vas-y. J'ai témoin grandement à ce que tu dis. Pourtant, j'ai pas d'enfant, mais un de mes plus grands regrets, que j'en parle pas beaucoup parce que je suis pas fier de le dire, c'est avec mon frère. J'ai jamais été proche avec mon frère, puis aujourd'hui, mon frère a pris une autre route et que j'essaie de l'aider aujourd'hui à se replacer. Puis, malheureusement, parce que j'étais pas un grand frère proche avec lui qui l'a amené dans mon environnement, puis j'ai été assez selfish pour faire mes affaires de mon côté, et que lui a choisi un mauvais environnement, qu'aujourd'hui c'est très difficile. Right? Ça, c'est comme une de mes plus grandes défaites de ma vie. Donc, pour moi, je repense à ma jeunesse, puis si j'aurais peut-être pris mon frère de côté, comme une de mes plus grandes jalousies, c'est Andrew Tate et Treason Tate. Man, tu vois La complicité. La complicité qu'ils ont, man, t'es comme fuck. I'm like, damn, I wish I can have those kind of moments with my brother. Like, on bâtit une empire ensemble. Mon frère, il n'a pas le même mindset parce qu'il y a... Mais j'essaie de l'aider aujourd'hui, right? C'est jamais trop tard. But what I mean is, ça, c'est parce que tu n'as pas donné le temps quand tu étais plus jeune. Autant que les parents ne te donnent pas le temps quand ils sont plus jeunes. Parce que plus tard, ils deviennent adultes, puis ils se font former par d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui implémentent la mentalité d'autres. Right? Alors, qu'est-ce que Patrice a fait? Ils ont fait, c'est qu'ils ont amené leur fils partout. Je connais leur histoire. En fait, j'étais curieux de savoir c'était quoi leur histoire. Parce que j'admire, Pat. Il y a peu de personnes que j'admire au Québec, pas parce que on est meilleur que d'autres, c'est juste que il y en a qui, c'est beaucoup de mes idoles pensent très grand, puis souvent que je regarde, c'est aux États-Unis. Mais Pat, c'est un grand fonceur, c'est un grand rêveur. Yeah. Alors, depuis tout jeune dans le courtage, c'est quelqu'un que j'admirais. Je continue à admirer, et une des raisons pour que j'admire au-delà de la business, c'est la famille. La famille. C'est comment ils ont bâti une empire à deux, à ses côtés, puis que l'enfant aujourd'hui, Amine, il travaille pour PMML. That's crazy. Incroyable. Ça, c'est comme le rêve de tous les parents. Ah oui. Et puis ça, quand ça vient naturellement, c'est le rêve de tous les enfants. Donc, alors c'est bon d'étudier ces gens-là, c'est bon d'admirer ces gens-là. Même si tu veux leur place un jour. Tu comprends? That's it. Écoute, on va changer un peu de gear. En septembre 2023, pendant que les courtiers hypothécaires sont en train de travailler pour trouver un autre deal, tu organises un événement. C'est quoi le mindset derrière? Pourquoi c'est un événement que tu as décidé de pousser? C'est une très belle histoire, man. C'est encore une histoire de persévérance, résilience et de jamais prendre un non pour un oui. Donc, l'événementiel n'a jamais été dans mes plans. C'est vraiment
une action après l'autre, des noms, des obstacles qui m'ont permis, qui m'ont forcé à faire l'événement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu avoir Patrick dans mon podcast, PBD. Et je sais pas, je pense que c'est la vie, la vibration, je sais pas, une force de vie qui m'a mis en contact avec Pat. En fait, j'ai croisé Pat à Miami South Beach, dans la rue, toute seule, avec ses 2 enfants. Habituellement, il y a des bodyguards, puis je pense qu'il y avait son assistant à côté de lui. That's pretty much it. Parce que, et je me rappelle, là, j'ai dit, le matin, pendant qu'on déjeune avec ma femme, j'ai dit, babe, on est à Miami South Beach. J'ai pris l'hôtel vraiment comme à une rue de South Beach. J'ai dit, babe, comme là, c'est un spot très touristique, donc on peut peut-être croiser des célébrités, des milliardaires en salopette, en short, qui ont l'air de rien, mais leur portefeuille est 20 feet underneath. Alors, j'ai dit ça le matin, puis le soir, elle voulait magasiner, puis moi, je voulais pas nécessairement magasiner, parce que j'allais magasiner. Moi, je suis un gars, là, que quand je vais acheter des vêtements, je prends 2-3 trucs, puis je décalisse. Yeah. Je reste pas à regarder plusieurs choix. Yeah. Bref, j'allais magasiner, elle me dit, non, s'il te plaît, tu peux pas me laisser toute seule. J'ai dit, you know what, c'est vrai, on est dans une nouvelle ville, je peux pas la laisser toute seule aller magasiner. J'ai dit, je vais m'en vais avec elle. Et on a marché. Tout était proche à Miami South Beach. On a marché jusqu'à là-bas, puis en autre tour, je vois de loin un grand homme, 6 pieds 5, avec ses 2 enfants marcher, toute seule. Là, j'étais comme, babe, je pense que c'est Patrick Bet-David. Crazy. Avec tout ce que tu aurais pu voir. Ouais. Tu m'imagines, j'aurais pu voir n'importe qui, n'importe quelle autre célébrité, mais je vois mon idole. That's crazy, man. Wow. Là, mon cœur bat comme si j'avais vu la plus belle fille du monde, là. Et là, je suis comme, damn, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Yo. Là, j'ai crié, hey, Patrick! Là, il me regarde, puis je pense que pour un petit second, il pensait que c'est un fou qui va peut-être le tabasser ou quoi que ce soit. Puis il dit, hey, Pat, I'm a big fan of you. Il a dit, hey, how you doing, buddy? What's your name? Like, my name is Cyril Jean. Hey man, I'm a big fan of you. Puis ça a duré 30 secondes. Puis là, j'ai tellement regretté de ne pas avoir vraiment pris le temps de parler avec lui parce que je voyais ses 2 enfants en train de bouder parce qu'ils avaient un petit moment familial. Là, j'ai dit à ma femme, babe, comme je rentre dans un petit coffee shop, puis là, je suis comme, fuck, I messed it up. Puis je me rappelle parce qu'il y a 1 an, j'ai envoyé un petit DM, puis par coïncidence, il m'a répondu. Il m'a dit, it's not the right time for me, buddy. Follow up next year. Parce que, je sais pas, je fais des choses comme ça. J'ai envoyé un petit message en disant, hey, j'aimerais ça t'inviter à mon podcast. Et je te rappelle, j'avais 1000 subscribers dans ce temps-là. Puis il était déjà au sommet, Pat. Sur toi, tu le vois une deuxième fois, t'es comme, yo, c'est ma deuxième chance. C'est ma deuxième chance, puis j'ai foiré solide, là. Crazy. Tu comprends? Alors là, je suis quand même impossible que je laisse passer. Je regarde sur les réseaux sociaux, je remarque qu'il a un événement dans 3 jours. C'est un de ses plus gros événements. Je pense que c'est The Vault. Non, SLS. C'est le deuxième plus gros, je dirais. Puis il y a 2 événements par année. Il y a 300 personnes. Là, je dis comme, babe, il faut vraiment que je reste. Là, dans 3 jours, je te rappelle, dans 3 jours, on prend l'avion. Et là, en 4 jours, ici, il y a l'événement. J'ai dit, oublie ça. Quand on repousse l'avion, je pense que j'ai perdu de l'argent aussi. Je prends pas d'assurance dans mes vols. Aujourd'hui, je prends tout le temps des assurances parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Là, je repousse l'avion, je continue, je extend my stay. Je demande à mes amis de venir nous rejoindre à Miami pour pouvoir passer du temps avec ma femme. Alors, eux, ils sont dans une aventure. C'est comme, let's go, on fait ça. Alors, parce que dans des événements comme ça, t'es toute la journée là, dans l'événement, tu vois. Durant l'événement, j'ai dit à tout le monde que je veux avoir Patrick dans mon podcast. Là, les gens, évidemment, hein, ils voient un petit jeune qui va avoir Patrick, puis qu'il n'y a pas nécessairement accompli de grandes choses à l'échelle internationale comme Pat. Probablement, ils me prennent pour un fou, tu vois. Mais je continue à parler avec tout son cercle. Je savais que si je parle à son cercle, peut-être que je peux atteindre Pat, avoir une autre communication avec Pat.
durant l'événement, ben, c'est tellement difficile de parler parce qu'il y a 300-400 personnes qui, à chaque pause, ils veulent avoir un petit temps avec Pat, avoir une photo. Moi, c'était pour pitcher encore une fois. Ça, c'est stratégique. Plusieurs personnes se seraient juste arrêtées là. Tu as dit, si je peux parler à quelqu'un dans son cercle, je peux me rendre à lui, dans le fond. Ouais, exact. Donc, mon objectif, c'est d'être très proche avec son cercle. Durant l'événement, j'ai 3 jours, 2 ou 3 jours pour le faire. Puis, la dernière journée, le gars qui est devenu mon pote de l'événement, qui travaille pour PBD, qui est un vendeur, il a dit, man, I got you, buddy. I'll put you in contact with PBD. Et la dernière journée, il y en avait une exhibition de basket, la dernière journée de l'événement. Après l'événement, il y avait une exhibition. Et j'ai réussi à parler avec Pat pendant 1 minute, peut-être 1 ou 2 minutes. Là, je demande, hey, do you remember me? We saw on the street. Il me dit, yeah, you're the freaking party pooper. Là, j'ai dit, what do you mean? Because of you, my kids like insulted me that I'm a party pooper. Alors, ça, c'est il niaisait. Yeah, c'est parce que son enfant lui a traité de party pooper parce qu'il était en famille. Alors, il se rappelle de moi à cause de cet incident. Which is good. Which is good. I'm super happy. Il a dit ça dans certains podcasts également. Il a dit ça devant 300 personnes durant l'événement, mais j'ai jamais connecté. Évidemment, il n'a pas dit c'est à cause d'un gars qui est venu l'intercepter, tu vois. Alors, j'ai dit, OK, cool, Pat. Listen, I have one of the biggest podcasts in Quebec. Which is true, but at the same time, c'est tellement niché pour les courtiers. Tu comprends? Il me demande, how many subscribers you got? Là, je ne veux pas répondre à cette question, j'ai 1000. Évidemment, il va me prendre pour un fou. Il dit, hey, listen, like, I have a big audience. Là, il dit, listen, buddy, il savait que je voulais pas répondre à la question, ça veut dire que je suis pas crédible. Donc, il me dit, listen, when you get to 1 million downloads per podcast, we'll do the podcast together. 1 million downloads. Alors ça, c'est un autre truc que j'ai appris des gars. Parce que, oublie pas, qu'est-ce que j'ai dit au début? C'est les gens qui te mettent où ce que tu es actuellement. Alors Pat, la raison où ce qu'il est, c'est parce qu'il est admiré par des millions. Alors le fan, là, qui le regarde de l'Arabie Saoudite, là, je sais pas pourquoi j'amène ce pays, mais bref, peu importe le pays, puis qui prend l'avion pour venir, ou le kid de Montréal qui prend l'avion, qu'il croise, puis qu'il dépense des milliers de dollars pour pouvoir assister à sa conférence pour l'avoir 2 minutes avec lui. Imagine s'il m'aurait dit non, simplement un no sec, sans m'inviter à faire quelque chose. Mais ces gars-là sont smart. Tu sais, c'est comme c'est un rêve. Il briserait mon rêve si il me dit non simplement. Il m'a dit non. Il m'a pas dit non, il m'a dit si tu atteins 1 million de téléchargements, puis étant entrepreneur, je suis comme all right, I'll do it. Là, je reviens au Québec. Là, je repense un peu à combien de téléchargements, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre 1 million de téléchargements. Je pense que Joe Rogan, c'est le seul mec qui a 1 million de téléchargements par épisode. C'est fou, là. Là, je dis, OK, Pat, c'est sûr qu'il m'a niaisé, là. C'est impossible. Mon podcast est en français. C'est niché au courtier. Là, je suis comme, damn, what do I do? Boom. Il y a eu l'idée brillante. Là, je me sentais comme le plus intelligent de la salle. I will do an event. I do an event, and I'm going to invite him. And obviously, it's going to be very expensive. But all the people that's going to attend the event, they're going to pay for it. And I will have the exclusivity with Pat. Right? Wow. Puis peut-être ajouter un petit podcast là-dedans. Fait que c'est là que l'idée de l'événement est venue d'enfant. Certainement. Wow. Là, je connais son cercle. J'ai pris le numéro de téléphone du bras droit. Le bras droit il est toujours plus accessible. Lui, il veut toutes les opportunités que Pat il crée. Right? Pat, il est inaccessible, mais le bras droit, lui, est accessible au téléphone. Pat, il l'emploie pour ça. Pour répondre à toutes les opportunités. J'appelle, il répond. Wow. Là, je dis, hey Mario, I want to do this event in Montreal. Montreal hasn't been known for big events. I think Patrick, he'll do right. Like he has a big audience in Quebec. A lot of people like him. Why don't we do one? I'm down to organize it. He dit, okay, buddy. It's going to cost you $150,000 US. Là, je suis comme, no problem. Mais je sais que j'avais pas un sou. Je n'avais pas 150 000. Mais je savais qu'il allait réussir à l'avoir. Donc, et là, il me pose une follow-up question. How many conferences have you done? Là, je suis comme, merde, je suis dans la merde. Au début, c'est how many followers you got. Là, c'est how many events have you done? Wow. Là, je suis honnête, je lui dis, listen, I never done an event, but I have a good
good people. I have good network. I'm pretty sure I can make one. I can put the right people to make this big event. He's like, no, sorry, buddy, we can't risk it. Like having Patrick and let's say you don't sell out, it will really look bad on Pat. We can't risk it. Là, ça m'a fait vraiment chier. Mais j'ai décidé de quand même poursuivre, quand même organiser cet événement. Puis pendant que j'avais cette idée que je devais absolument réussir cet événement, que je devais organiser cet événement pour pouvoir prouver à Pat que j'étais capable d'en faire un, c'est là que je croise Ryan. Alors, j'ai dit, you know what, si c'est pas Pat, Ryan, c'est encore mieux encore. Yeah. C'est de l'immobilier. Yeah. Il y a plus de personnes qui connaissent Ryan dans l'immobilier. Donc, let's do it. Et Ryan, il y avait beaucoup moins de filtres. Puis j'ai eu le contact de Ryan par un ami à Ryan. Alors, boum, on a réussi à faire un événement grandiose que les gens ont beaucoup sous-estimé parce qu'ils ne s'attendaient pas à que ce soit aussi bon. Et c'est comme ça que l'événement s'est créé, tu vois. C'est comme ça que j'ai créé l'événement. C'est vraiment c'est un nom de PBD qui m'a donné la chance. Puis après ça, bon, pour le podcast, c'est une autre histoire. Donc, une idée que tu as eue en voulant parler avec Patrick Bet-David, ça s'est transformé en un événement. Ryan Serhant, je pense qu'il y avait plus de 800 personnes. 900, ouais. 900 personnes. Huge, right? Yeah. What's next? Je veux dire, tu as fait ça. J'imagine qu'il y a premier événement, il y a peut-être eu des obstacles en cours de route, etc. Je sais qu'il y a un autre événement qui s'en vient. Bigger, greater, I'm pretty sure. Comment tu veux... C'est quoi les attentes que tu as? C'est sûr qu'on apprend. C'était mon premier, parce que j'ai jamais fait d'événement, même pas un 20, trentaine de personnes que moi j'ai organisé. J'ai assisté à des événements, mais j'ai été conférencier dans des événements. J'ai jamais organisé un événement de cette ampleur ou même un petit événement. Alors j'ai beaucoup appris des choses que on a ratées, over budget, plein de choses, tu vois. Des personnes on a recrutées qui n'ont pas été un bon fit pour l'événement, plein d'obstacles. Mais j'ai appris à travers tout ça. J'ai énormément appris. Donc, next year, there's going to be different problems. 100%, there's going to be bigger problems and different problems. Alors, on fait plus gros, une plus grande capacité, on double la capacité, on fait le calcul. On fait ça en 3 jours. L'année passée, c'est 1 journée. Cette fois-ci, c'est 2 jours avec un mastermind. Nice. Donc, on a grandi l'audience. Donc, ce ne sera pas seulement brokers, it's going to be real estate and sales and marketing. Nice. So, there's going to be investors, there's going to be brokers, there's going to be mortgage brokers, insurance brokers, realtors, investors, lenders. On top of it, everyone wants to learn anything about sales, which is any industries, right? Yeah. Toi, tu as besoin, tout le monde a besoin. Yeah. Alors, ça va être les entrepreneurs au complet. Right? Crazy. Et puis, c'est signé, là. Le conférencier principal est signé. J'annonce, en espérant que tu sors avant que ça se passe, on fait un 5 à 7 en janvier, une grande annonce, où c'est invitation seulement pour les 300 personnes qui vont assister. Nice. Ceux qui veulent venir, textez-moi, puis on peut regarder ça ensemble. On fait une grande annonce de où est-ce que ça va se passer, c'est quelle date, c'est qui les conférenciers. Wow. Ouais. It's going to be big. Serojan, merci beaucoup. Belle conversation. Et puis, j'ai tellement plus là à aborder. Ce que je pense que je vais faire, je vais te laisser avoir le deuxième événement, Bigger, Greater. Et puis après, on fera un part 2. Let's do it. Et puis, keep pushing, man. Tu es une grande influence pour plusieurs personnes. Et je sais que c'est juste le début, man. So keep it up, man. Thank you. Same to you, buddy. Thank you, man. Same to you. Thank you. I appreciate it. Yes, sir. Boom.